qu'on cherchait le tubercule, sachant que le tubercule, c'est une denrée hautement périssable. Donc, quelqu'un peut décider de dire, OK, je vais faciliter la tâche aux consommateurs, par exemple, de foufou d'Ignam, en leur mettant à disposition, par exemple, une farine, n'est-ce pas, qui va être directement utilisée pour faire leur boule. Et là, il y aura l'avantage que la farine, on peut l'avoir sur l'année, n'est-ce pas? On peut l'avoir, on peut commercialiser partout, n'est-ce pas? Et puis, ça sera un produit qui va se conserver facilement et qui sera facilement utilisable, n'est-ce pas, en suivant un mode de préparation. Donc là, ça peut être un projet d'entreprise. Et donc, chacun doit pouvoir avoir une idée d'entreprise comme celle-là. Et on va vous affecter, n'est-ce pas, un encadreur qui va vous suivre tout au long de ce projet et vous aider donc à concevoir ce qu'on appelle de proposer, n'est-ce pas, euh, euh, un procédé, n'est-ce pas, de production et si possible, en vous suivant très bien, de faire une sorte de modèle d'affaires, n'est-ce pas, pour pouvoir créer une entreprise autour de ce projet. Donc, l'avant-projet, c'est cela. Si vous êtes dans un environnement où vous pouvez facilement produire cette farine, vous allez normalement travailler en laboratoire pour produire cela. D'accord? Donc, c'est cela l'avant-projet. Donc, chacun de vous doit voir ce qui se passe autour de lui et proposer donc un projet de cette nature-là. Je vais me charger, et comme m'a dit le coordonnateur, je vais me charger de suivre, n'est-ce pas, ces avant-projets, de façon à ce que, n'est-ce pas, l'idée de projet puisse naître derrière cela et que derrière ce projet également, une fois que l'idée de projet doit naître, on va vous affecter, n'est-ce pas, un encadreur qui va donc vous suivre tout le long pour vous aider à mettre au point, n'est-ce pas, le procédé, n'est-ce pas, de fabrication de ce produit. Donc, il faut regarder véritablement autour de vous et vous allez proposer donc, si Tatiana nous suit, elle va donc recevoir ses idées de projet qu'elle va me faire parvenir et je vais donc suivre ça, avoir des échanges avec vous pour pouvoir définir clairement les idées de projet de façon à ce que vous puissiez travailler, n'est-ce pas, euh, très bien avec l'afférent qu'on va vous envoyer pour travailler dans le cadre de ce projet. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris et si le message est passé. Oui, moi personnellement, j'ai compris. Maintenant, bon, peut-être les autres. Est-ce que Tatiana est avec nous? Est-ce elle a bien noté ça? Je suis là, professeur, mais j'étais un peu distraite. Je pense que je vais me rapprocher de professeur Bougain et il pourra mieux m'expliquer, prof, pour ne pas Voilà, on revenir pourra. dessus. Voilà. Maintenant, est-ce que les autres nous ont écoutés? Donc, toi, on pourra même se voir demain pour davantage discuter de cela. Alors, est-ce que les autres ont écouté? professeur, pas de souci. Oui, Ouais, professeur, monsieur quand même. voilà. Donc, les avant-projets, en réalité, ça doit être des projets qui émanent de vous, d'un problème de votre environnement. Vous allez nous soumettre ça, notamment sur, on va dire quoi, sur maximum une demi-page. Vous avez rencontré telle chose qui se passe autour de vous et vous pensez que vous pouvez avoir développé un procédé de fabrication de ceci et ça va résoudre tel type de problème dans votre environnement. Alors, dès que vous l'avez, n'est-ce pas, vous l'avez développé, il faut absolument que ce soit un projet qui doit résoudre un problème, n'est-ce pas, dans votre localité. Hein, ça peut être un problème notamment d'import-substitution. Vous pouvez vous rendre compte que il y a quelque chose qu'on importe et qu'on peut fabriquer. Donc, et là, ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais ce qui est fabriqué ailleurs, vous pensez que vous pouvez fabriquer dans votre localité. Il s'agira en ce moment
n'est-ce pas, de maîtriser simplement la technologie de production. Mais ça peut encore être, n'est-ce pas, quelque chose d'innovant, comme ce que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire que des procédés traditionnels qui existent, mais si on veut industrialiser pour résoudre nos problèmes et améliorer, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire, il faut pouvoir travailler pour avoir, n'est-ce pas, des produits facilement qui se conservent facilement, qui se commercialisent facilement et qui sont d'emploi facile, n'est-ce pas, au sein de la population. Bien. Alors, si on a noté ceci, nous allons maintenant essayer de boucler avec notre cours de chimiométrie et nous allons aller un peu vite. Nous irons un peu vite parce que ça doit être le dernier enseignement. Donc, il faudrait que nous notions ça. Alors, nous étions, au moment où on se séparait la dernière fois, nous étions au niveau des tests statistiques. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Lorsque vous menez une réflexion scientifique, alors la réflexion scientifique, dans le cadre d'une recherche, se fait toujours sur la base des hypothèses. Et l'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, c'est un résultat a priori. C'est un résultat a priori que vous formulez par rapport à une question de recherche que vous vous posez. Donc, si par exemple, je trouve que si je prends l'exemple que j'ai donné dans ce document, ce n'est pas nécessairement dans le procédé, ce qui est là. Voilà, je peux prendre l'exemple 3. Hein, bon, c'est dans la nutrition, ça, ce n'est pas le procédé. Mais je vais prendre l'exemple 3. On désire, on veut voir si le taux de cholestérol n'est pas lié à l'absorption des graisses non saturées par l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on soupçonne que, n'est-ce pas, le taux de cholestérol qui pose de nombreux problèmes dans la santé, dans les organismes, n'est-ce pas, chez l'homme, c'est probablement associé, n'est-ce pas, à la consommation de graisses non saturées. Alors, quand tu soupçonnes ça, ça veut dire qu'il y a une question initiale de recherche qui est formulée. La question ici peut être, quel est l'effet des graisses, n'est-ce pas, non saturées de l'alimentation sur le taux de cholestérol, par exemple, chez l'animal, sur le taux de cholestérol chez la souris, si on veut travailler chez la souris, sur le taux de cholestérol chez l'homme, ainsi de suite. Alors, quand tu poses cette question-là, il faut savoir que tu dois passer par une recherche pour pouvoir répondre à cette question. Et cette question de recherche, n'est-ce pas, peut être transformée en hypothèse scientifique. Parce que quand tu poses cette question, à la lecture, n'est-ce pas, cette question vient de ce que scientifiquement, tu penses que le taux, n'est-ce pas, de cholestérol, n'est-ce pas, est associé à l'absorption des graisses. C'est ça, n'est-ce pas, l'hypothèse scientifique. Alors, cette hypothèse scientifique, en réalité, c'est l'hypothèse alternative. Alternative, sachant que scientifiquement, l'hypothèse qu'on vérifie, c'est l'hypothèse nulle. Alors, l'hypothèse nulle, n'est-ce pas, qui veut dire que, parce que ici, on a d'une part le taux de cholestérol, qui est une variable, d'autre part, on a l'absorption de graisses non saturées, qui est une autre variable. Donc, on est en train de dire ici qu'il y a une liaison entre la consommation du taux de cholestérol et l'absorption de graisse. Mais l'hypothèse nulle ici doit être qu'il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison entre les deux. L'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une liaison. Alors là, c'est lorsqu'on a un test qui se fonde sur la liaison. Je vais prendre un autre exemple. Si par exemple, tu décides de dire que dans la fabrication du pain, tu veux faire le pain à 15%. Et pourquoi tu choisis de faire le pain à 15%? Tu te dis qu'en substituant, n'est-ce pas, les farines de blé qu'on ne produit peut-être pas localement, par une farine locale qui peut être la farine de manioc, la farine de maïs, à 15%, tu penses que des essais qui ont été faits dans la littérature montrent que jusqu'à 15%,
les paramètres du pain. Les paramètres du pain à 100% blé ne sont pas différents des paramètres du pain lorsqu'on a substitué le blé à 15%. Donc là, dans cet exercice, tu t'es posé la question, est-ce que, n'est-ce pas, quelle est la qualité du pain, n'est-ce pas, à 15% comparé au pain, n'est-ce pas, à 100% blé. C'est-à-dire que 15% farine de maïs, si c'est la farine de maïs qu'on veut prendre, et 85% farine de blé. Alors, tu penses que les propriétés, n'est-ce pas, des deux, les propriétés sont égales. Alors, donc ça veut dire que tu penses que substituer, n'est-ce pas, le blé jusqu'à 15%, n'est-ce pas, ne change pas du tout les propriétés du pain. Là, ça veut dire que tu as deux pains que tu veux comparer. Tu as un pain, n'est-ce pas, substitué et un pain non substitué. Et là, tu formules l'hypothèse nulle qui formule l'égalité entre les deux. C'est-à-dire que le pain à 15% n'est pas différent du pain, est égal au pain à 100%. Dans l'hypothèse alternative, c'est que le pain à 15% est différent du pain à 100% blé. Donc, dans chaque question de recherche, il faut toujours savoir identifier quelle est l'hypothèse nulle, quelle est l'hypothèse alternative. Et c'est toujours l'hypothèse nulle qu'on vérifie. Ce n'est jamais l'hypothèse alternative. Alors, dans l'hypothèse nulle, on va donc chercher, si par exemple, on dit que le pain à 15% est égal au pain à 100%, ça veut dire A égale à B. Vous voyez que c'est plus facile de vérifier cette hypothèse au lieu de chercher à vérifier l'hypothèse A différente de B. Alors, donc si on formule donc A égale à B, ça veut dire que A moins B égale à 0. On a donc, n'est-ce pas, on a donc la distribution de A, donc des pains, n'est-ce pas, à 100% qu'on appelle A, des pains à 15% maïs qu'on appelle B. Alors, si on fait A moins B, ça va donner une distribution. S'il y a vraiment égalité entre A et B, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que, n'est-ce pas, cette distribution soit centrée autour de 0. Donc ici, qu'est-ce que la logique du test nous présente? Dans la logique du test, quel que soit le test, vous aurez un test, n'est-ce pas? Il y aura différents types de tests qu'on va appliquer. Mais la logique du test, c'est toujours vérifier l'hypothèse nulle. Donc, on va calculer un paramètre. Si par exemple, nous utilisons la loi normale, on sait que la loi normale est centrée autour de 0 avec pour écart type égal à 1. Et que 95% de données sont comprises entre moins 1,96 écart type, moins 1,95 et plus moins 1,96 plus 1,96. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le test statistique, donc, si c'est par exemple la loi Z, on va donc chercher à calculer le paramètre Z. Si le paramètre Z en valeur absolue est inférieur à 1,96, ça veut dire que on est dans la population 0 parce qu'en réalité, quand on dit distribution normale, ça veut dire que tout ce qui tourne autour de moins 1,96 plus 1,96, c'est tout ce qui est nul. Donc, A égale à B. Parce que statistiquement, quand tu dis que A égale à B, ce n'est pas qu'on va toujours trouver une valeur 0. On va trouver une valeur qui ne sera pas loin de 0. Et la valeur qui n'est pas loin de 0 veut dire que c'est compris entre moins 96 et plus 1,96 pour les 95% d'intervalle de confiance. Et donc, dans ces conditions-là, quand je calcule le paramètre T, j'aurai toujours ce qu'on appelle la valeur seuil. Donc, si je calcule le paramètre Z, par exemple, parce qu'il y aura différentes lois que nous allons utiliser, différentes statistiques que nous allons utiliser. Il y aura la statistique de Z pour la loi normale, il y a la statistique de T pour la loi, n'est-ce pas, T student, il y a la statistique de F pour la loi de Fisher, il y a la statistique, n'est-ce pas, de chi carré, n'est-ce pas, pour, nous allons voir tout à l'heure lorsqu'on va étudier la liaison entre deux variables qualitatives. Il y aura également la loi T qu'on va également appliquer lorsqu'on va faire des analyses de corrélation. Donc, chaque test statistique que vous allez faire, vous allez calculer le paramètre statistique, n'est-ce pas, donné. Si c'est par exemple la loi Z, comme je le disais, nous allons calculer, n'est-ce pas, la valeur Z. Si Z, on va toujours avoir Z à 95%. 95%,
c'est toujours c'est la zone, n'est-ce pas, de risque que les scientifiques se fixent. Ils se disent que quand on a un paramètre, hein, si on dit par exemple la taille des étudiants d'une salle de classe, on va supposer que si la distribution est normale, on va comprendre que les 95% des données sont comprises entre, n'est-ce pas, si on est dans Z, moins 96 et plus 1, 96. C'est-à-dire que si on parle de taille, ça veut dire que c'est une distribution basée avec X bar moyenne, avec pour écart type, n'est-ce pas, S. Donc, on est sûr que 95% de valeurs seront comprises entre moins 1,96 fois écart, entre X bar moins 1,96 fois écart type, et puis X bar plus 1,96 écart type. Donc, on reste dans cet intervalle-là et on dit que toutes les valeurs sont comprises là. Donc, ce qu'on va faire ici, là, ça sera de, n'est-ce pas, lorsqu'on calcule un paramètre Z, un paramètre statistique, on va toujours avoir un seuil statistique. Alors, les tables statistiques vous permettent d'avoir ces seuils-là. Mais l'ordinateur vous calcule directement, vous donne directement ce seuil. Donc, pour chaque statistique, vous allez calculer le paramètre et vous allez comparer ce paramètre, n'est-ce pas, au paramètre seuil. Alors, lorsque, n'est-ce pas, la valeur sera inférieure à ce seuil, ça veut dire qu'on est dans les 95% d'intervalle de confiance. On va donc accepter l'hypothèse nulle et on va rejeter l'hypothèse alternative. Mais si, donc ça veut dire que ton paramètre, puis c'est l'hypothèse nulle qu'on vérifie, A moins B égale à 0. Donc ça veut dire que A moins B tourne autour de moins 96 plus 1,96. Mais si A moins B sort de l'espace moins 1,96 plus 1,96, tu vas conclure quoi? Tu vas dire que la différence entre A et B est trop grande, n'est pas dans les 95% d'intervalle de confiance. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative. L'hypothèse alternative qui veut dire que A est différent de B. Et quand tu dis que A est différent de B, la question qu'on va encore te poser derrière, c'est A est différent de B, quel est le risque que je cours de me tromper en disant que A est différent de B? Parce que il faut savoir que quand tu dis que A est égal à B, donc A moins B égale à 0, nous sommes limités à l'espace moins 1,96 plus 1,96, c'est-à-dire que les 95% d'intervalle de confiance. Il est possible que tu aies deux valeurs de A et B les plus éloignées, telles que A moins B sortent de l'espace moins 1,96 plus 1,96. Donc, il y a toujours un risque de se tromper. En tout cas, quand tu rejettes l'hypothèse nulle, tu acceptes l'hypothèse alternative, il y a toujours un risque de se tromper. Ce risque-là, c'est le risque alpha. Et ce risque alpha, il faut donc le calculer lorsque tu rejettes l'hypothèse nulle. Et là, c'est ce qu'on appelle le degré de significativité. Donc, quand je fais un test statistique, si j'accepte l'hypothèse nulle, OK, je l'ai acceptée, je conclus que la différence, n'est-ce pas, n'est pas significative. Je conclus qu'il n'y a pas une liaison si c'est un test statistique, si c'est un test de liaison. Maintenant, quand je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative, alors là, je suis en train de dire qu'il y a une différence significative s'il y en a deux. Je suis en train de dire qu'il y a une liaison significative si c'est plutôt la liaison qu'on étudie. Mais sauf que la question qu'on va te poser derrière, c'est quel est le degré de significativité? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'accepte l'hypothèse alternative, quel est le risque de me tromper en le disant? Ce risque, c'est le risque alpha. Alors, vous savez bien que si, par exemple, je calcule, je dois être dans l'intervalle moins 96, 1,96. Quelqu'un calcule sa valeur. Ça donne, par exemple, 1,98. Vous voyez que c'est encore très proche de 1,96. Là, tu vas rejeter l'hypothèse nulle, accepter l'hypothèse alternative en disant que cette différence est trop loin. Elle est trop loin de 0 pour que je puisse dire que c'est 0. Donc, je rejette l'hypothèse nulle, j'accepte l'hypothèse alternative. Parce que c'est hors des 95% d'intervalle de confiance. Maintenant, donc, si vous prenez
la page, je ne sais pas si j'ai présenté ces surfaces-là. Non, je n'ai pas présenté ça malheureusement. Est-ce que j'ai présenté ça? Je n'ai pas présenté ça. Si je reviens en arrière pour voir si je vous ai présenté la distribution, par exemple, normale avec si je reprends, je vais un peu loin. Hein. Je ne sais pas si j'ai présenté la distribution de Z un peu loin. Malheureusement, je ne semble pas voir une distribution que j'ai présentée. Je ne semble pas voir une distribution que j'ai présentée, distribution normale de Z. Non, non, je ne l'ai pas fait. C'est dommage, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, quand vous prenez la courbe de Gauss, hein, c'est-à-dire que cette distribution en cloche, comme une cloche, vous allez voir, n'est-ce pas, hein, au centre de la distribution, vous allez voir la valeur de X bar, et puis de part et d'autre, n'est-ce pas, les différentes valeurs. Si c'est la distribution normale centrée et réduite, alors vous aurez, n'est-ce pas, une distribution centrée autour de 0, et puis de part et d'autre, à gauche des valeurs négatives, à droite des valeurs positives. Et la distribution, n'est-ce pas, centrée autour de 0, toutes les valeurs, n'est-ce pas, entre moins 96 et plus 1,96 sont considérées toujours comme 0. Donc, quand on sort de cet espace, c'est des valeurs, n'est-ce pas, qui sont différentes, qui sont considérées différentes de 0. Alors, je disais tout à l'heure que si quelqu'un calcule, par exemple, la valeur, le paramètre statistique Z, et que pour dire que la valeur est égale à 0, ça doit être compris entre moins 96 plus 1,96. Et que tu trouves 1,98, tu es déjà hors des 95%. Ce que tu vas faire, tu vas rejeter l'hypothèse nulle et tu vas accepter l'hypothèse alternative. Mais le risque de te tromper, parce que tu es encore proche, n'est-ce pas, de l'intervalle moins 1,96 plus 1,96. Si quelqu'un calcule son paramètre, il trouve plutôt une valeur, toi, tu as trouvé plus 1,98. Lui, il trouve par exemple plus 2,50. Vois que le risque de te tromper en disant que ceci est loin de l'intervalle moins 96 plus 1,96, ce risque de te tromper là est très faible. Alors, si un autre a trouvé 4, il est encore très loin, n'est-ce pas, de l'intervalle 1 moins 96 plus 1,96. Donc, là, le paramètre statistique que tu calcules, plus il va s'éloigner de la limite, n'est-ce pas, des 95%, moins le risque de te tromper sera élevé. Et ce risque de te tromper là, n'est-ce pas, c'est le risque alpha. C'est ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, le degré de significativité. Donc, quand tu vas rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative, on va te demander, tu acceptes l'hypothèse alternative avec quel degré de significativité? Vous allez voir en lisant les articles, on va mettre P, par exemple, inférieur à 0,01. Ça veut dire que le risque de se tromper est inférieur à 1%. Soit P inférieur à 0,05, ça veut dire que le risque est inférieur à 5%. Donc, on est à la limite. Hein? Donc, si quelqu'un, par exemple, est à 1,97, et vous voyez qu'il est à la limite, le risque de se tromper, n'est-ce pas, c'est inférieur à 0,05. Si quelqu'un est, par exemple, à 4, bref, nous avons des tables statistiques qui permettent de nous dire, avec la T, où est-ce que alpha se situe. Donc, il faut donc retenir que chaque fois que je vais rejeter l'hypothèse nulle, accepter l'hypothèse alternative, alors je dois déterminer le degré de significativité alpha. Donc, globalement, quand tu dis que alpha est inférieur à 5%, si par exemple je comparais A et B, je vais dire que je rejette l'hypothèse que A est égal à B et j'accepte l'hypothèse que A est différent de B. Avec le risque de me tromper, n'est-ce pas? Si je dis inférieur à 0,05, ça veut dire que A est significativement différent de B. Si je dis que le risque de me tromper est inférieur à 1%, ça veut dire que A est très significativement différent de B.
Si je dis que le risque de me tromper est inférieur à 1 pour 1000, c'est-à-dire que 0,001, je vais dire que A est différent de B de façon hautement significative. Vous voyez donc que j'ai une expression que j'utilise pour indiquer, n'est-ce pas, le niveau de significativité. C'est-à-dire que je peux dire que A est, la différence entre A et B est significative. La différence entre A et B est très significative. La différence entre A et B est hautement significative. Vous voyez donc que quand alpha est inférieur à 0,05, je vais dire que la différence est significative tout simplement. Quand je dit que alpha, que alpha est inférieur à 1%, je vais dire que la différence entre A et B est très significative. Quand je dit que A est différent de B à alpha inférieur à 1 pour 1000, je vais dire que la différence est hautement significative. Et quand je dis que la différence est hautement significative, ça veut dire que le risque de me tromper en disant que A est différent de B, ce risque est faible. Et ce risque est inférieur à 1 pour 1000. C'est-à-dire que sur 1000, j'ai une seule chance de me tromper sur 1000. Alors, quand je dis que A est très significativement différent de B en disant P inférieur à 1 pour 1000, ça veut dire que j'ai une chance 0,01, donc 1 sur 100. Ça veut dire que j'ai une chance sur 100 de me tromper. Mais quand je dis que A est différent de B et que la différence est significative, ça veut dire que je suis à P inférieur à 5%. J'ai 5 chances sur 100, n'est-ce pas, de me tromper. Donc là, c'est ce qu'on appelle le degré de significativité. Donc quand vous allez lire les articles, vous allez voir, n'est-ce pas, des notations de ce type-là. Mais il est possible que tu dises, au lieu de dire P inférieur à 5%, parce que tu peux, en calculant avec l'ordinateur, tu peux trouver P égale à 2,5%. Tu peux trouver P égale à 3%. Tu peux trouver P égale à 4%. Alors, tu peux trouver, donc tout ça, c'est des P inférieurs à 5%. Mais quand tu es à P, n'est-ce pas, égal à 0,009, tu rentres maintenant dans P inférieur à 1%. Voilà. Quand tu as P, n'est-ce pas, égal à 0,00010, là, tu as P inférieur à 1 pour 1000. Donc, au lieu d'écrire exactement les valeurs, tu peux juste identifier ces trois limites-là. C'est-à-dire que c'est 1%, 1% et 1 pour 1000. Parce que pour chacun, tu vas dire que la différence est significative. Tu vas dire que la différence est très significative. Et pour l'autre, tu vas dire que la différence est hautement significative. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans les tests. Si le principe est compris. Parce que pour tous les tests que vous allez appliquer, ça sera le même principe qui sera appliqué. Alors, je voudrais qu'on prenne un test rapidement. Donc, si ce principe est compris, vous allez noter que vous tous, tous les tests que vous allez faire, vous pourrez les comprendre facilement. Je voudrais prendre le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, il s'agit des tests de comparaison. Alors, il vous arrivera dans certains exercices ou bien dans certains problèmes qui se présentent à vous de pouvoir comparer une moyenne observée à une moyenne théorique. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans un exercice où, supposons que vous avez une limite, n'est-ce pas, de charge ou bien une limite de taux de glucides à ne pas dépasser ou de taux de protéines à ne pas dépasser dans une production. Alors, vous faites 10 productions, n'est-ce pas, en changeant les conditions, et vous voulez savoir si cette production-là ne dépasse pas cette limite que vous avez fixée. C'est-à-dire que la limite à ne pas dépasser, c'est peut-être un pourcentage de 10%. Donc ça, 10% là, c'est une valeur théorique. Et maintenant, vous avez des valeurs, vous avez fait 10 productions, et vous voulez savoir si les conditions de production, n'est-ce pas, donnent des valeurs significativement différentes de la valeur théorique que vous avez fixée. Là, ça s'inscrit, n'est-ce pas, dans la comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Alors, pour utiliser le test Z, il faudrait que la taille de l'échantillon, n'est-ce pas, que vous avez utilisé soit supérieure à 30. Que ce soit supérieur à 30. Là, vous allez calculer le paramètre Z. Mais
puisque Z, n'est-ce pas, ça c'est la loi des, n'est-ce pas, c'est la loi de distribution normale. Là, il faut qu'on soit dans les grands nombres. Hein? Mais en procédé, sauf si vous êtes sur une chaîne de production où vous allez évaluer la qualité, mais très souvent, le nombre d'échantillons est inférieur à 30 et vous allez utiliser rarement le test Z. Donc, l'équivalent du test Z que vous allez utiliser donc, sera le test T. Donc, quand la taille d'échantillon est inférieure à 30, au lieu de dire le test Z pour comparer une moyenne observée à une moyenne théorique, on parlera donc de test T pour comparer une moyenne observée à une moyenne théorique. Donc, la formule est la même. C'est-à-dire qu'on va, n'est-ce pas, calculer un paramètre Z. Là, je suis à la page 63. On va calculer le paramètre Z, c'est-à-dire qu'en faisant la valeur absolue, n'est-ce pas, de la moyenne, puisque quand vous faites, n'est-ce pas, une série de données, supposons 10 données, vous faites la moyenne de ces données-là, moins la valeur théorique en valeur absolue, divisé par S, qui est l'écart type de cette moyenne, n'est-ce pas, sur racine de N. Quand vous calculez Z ou T, vous avez donc le paramètre statistique. Alors, j'ai présenté ici dans la table, n'est-ce pas, une table en dessous là, à la page 63. J'ai présenté donc une table statistique, la table de Z. Si vous utilisez l'ordinateur, vous allez avoir l'ordinateur. Dans l'ordinateur, les paramètres Z sont déjà inclus, n'est-ce pas, dans la table, dans l'ordinateur. Donc, automatiquement, l'ordinateur vous donne la valeur. Mais ici, n'est-ce pas, vous pouvez utiliser une table statistique. Je vais vous envoyer les tables statistiques, n'est-ce pas, directement après cet enseignement. Alors, l'exemple, cette table-ci vous montre que le seuil ici, je vous ai dit que pour faire pour comparer, on fixe toujours le seuil à 5%. Quand vous regardez dans cette table, vous voyez que la valeur de Z à 5%, c'est 1,96. Ça s'inscrit dans ce que nous avons, n'est-ce pas, ce que j'essayais de présenter tout à l'heure, n'est-ce pas, dans la loi, les principes, n'est-ce pas, des calculs statistiques. Alors, ici, il y a, dans ce tableau, vous allez voir, n'est-ce pas, à gauche, H1 bilatéral, à droite, H1 unilatéral. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce que lorsque vous formulez une hypothèse, on a ce qu'on appelle l'hypothèse unilatérale, l'hypothèse bilatérale. Alors, ça veut dire quoi? L'hypothèse unilatérale, l'hypothèse bilatérale. Tout à l'heure, quand tu formules l'hypothèse que H1, que A est différent de B, l'hypothèse alternative que A est différent de B. Alors, ça veut dire que tu peux avoir A supérieur à B, comme tu peux avoir A inférieur à B. Tu ne connais pas le sens de la différence. Tu formules juste que A est différent de B. Mais il peut y avoir des exercices où tu vas faire ce qu'on appelle une hypothèse unilatérale. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, tu veux mettre au point un procédé, n'est-ce pas, un procédé pour fabriquer un aliment qui sera plus antioxydant que celui qui existe. Alors, l'hypothèse nulle sera que le nouvel aliment a un pouvoir antioxydant égal à l'ancien aliment. Mais l'hypothèse alternative sera quoi? Tu ne t'attends pas à ce que le nouvel aliment soit différent de l'ancien. Mais tu vas t'attendre à ce que le nouvel aliment ait un antioxydant, un pouvoir antioxydant supérieur. Donc, inférieur ne t'intéresse pas. Donc, quand tu vas dire que l'aliment A, l'antioxydant de A est supérieur à l'antioxydant de B, tu t'inscris là dans ce qu'on appelle un test unilatéral, pas bilatéral. Et lorsque tu es dans un test unilatéral, ce tableau, le tableau que je vous ai donné là, convient pour un test, n'est-ce pas, bilatéral. C'est-à-dire qu'à 5%, vous avez la valeur Z qui est 1,96. Mais pour un test unilatéral, alors les valeurs ici de alpha, pour utiliser ce tableau, n'est-ce pas, c'est lorsqu'on le fait à la main, je dis bien. Mais lorsque vous le faites à l'ordinateur, quand vous lui donnez l'information que
vous formulez une hypothèse unilatérale, une hypothèse bilatérale, ça tient compte, n'est-ce pas, de cela. Mais si vous prenez ce tableau, pour avoir, n'est-ce pas, la valeur Z pour unilatéral, il faudrait diviser alpha par 2. Donc, ça veut dire que le 5% va se situer au niveau de 0,1. Donc, parce que pour avoir, pour alpha égale à 0,1, si tu divises par 2, ça va donner 0,05. Donc, 0,05 ici, là, n'est-ce pas, c'est pour un test unilatéral. Et là, la valeur de Z sera donc de 1,645. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai formulé une hypothèse unilatérale, mon seuil doit être à 1,645. Alors que celui qui a formulé une hypothèse bilatérale, son seuil sera égal à 1,96. Voilà. Donc, il faut bien savoir utiliser cette table. Et donc, je disais encore que pour appliquer la loi Z, il faudrait être dans la situation où, n'est-ce pas, la taille de l'échantillon N est supérieure à 30. Voilà. Mais lorsque N est inférieur à 30, nous allons utiliser non plus, n'est-ce pas, la loi Z, mais plutôt la loi T. Voilà. Donc, vous allez voir les exemples qui sont donnés dans le document et pouvoir, n'est-ce pas, vous exercer. On a une autre situation où on peut utiliser la loi Z, cette fois pour comparer deux moyennes. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez un aliment qui existe, qui a son pouvoir antioxydant, vous voulez fabriquer un autre qui existe, ou alors vous fabriquez en utilisant deux procédés. Hein? Vous voulez avoir le procédé qui donne le meilleur pouvoir antioxydant. Donc, vous allez comparer donc A et B. Alors, pour comparer A et B, vous allez donc appliquer. Alors là, pour comparer A et B, il faudrait que, n'est-ce pas, le degré de liberté soit supérieur à 30. Alors, si le degré de liberté est inférieur à 30, vous n'allez pas utiliser la loi Z, mais plutôt la loi T. Voilà. Maintenant, comment utiliser cette loi? Comme je l'ai dit, on va toujours calculer le paramètre statistique. Ici, c'est le paramètre soit Z, soit T. Mais pour calculer le paramètre statistique, la formule sera différente parce que maintenant, ici, nous avons deux moyennes. Ce n'est plus une moyenne. Et si on a deux moyennes, si vous vous souvenez, quand on avait une moyenne, on avait calculé l'écart type, n'est-ce pas, des valeurs de la série de données. On a calculé la moyenne. C'est sur la base des deux là, n'est-ce pas, que nous avons calculé Z. Ici, nous en avons deux. Ça veut dire que le S maintenant qu'on va utiliser dans la formule, n'est-ce pas, on aura donc, n'est-ce pas, un écart type sur la différence. Donc, il faut calculer SD qui sera racine carrée de S1 au carré sur N1 plus S2. Donc, S1 et SD ici, c'est les écarts types, n'est-ce pas, de A et de B. Maintenant, quand on dit S1 au carré, en fait, ça veut dire la variance. Puisque la variance, c'est S au carré. L'écart type, c'est S. Donc, quand on demande de calculer SD, vous calculez SD et vous faites la valeur absolue de M1 moins M2. Alors, si on est dans la loi Z et qu'on est dans un test bilatéral, alors si on est dans un test bilatéral, donc ça veut dire qu'on est toujours au seuil 5% et la valeur de Z, c'est 1,96. Vous calculez cette valeur Z et vous comparez à Z. Si le calcul qui est fait vous donne Z inférieur à 1,96, vous voyez, c'est en valeur absolue. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir M1 moins M2 positif comme M1 moins M2 négatif. Donc, si c'est supérieur, si c'est inférieur à 1,96 qui est le seuil, alors on va accepter l'hypothèse nulle et dire qu'il y a une égalité entre A et B. Mais si c'est supérieur, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative. Et lorsqu'on accepte l'hypothèse alternative, il faut maintenant aller voir quel est le seuil, quel est le degré de signification. Je veux prendre un exemple. Alors, dans l'exercice, on a pris deux sujets et on veut comparer la pression artérielle des deux sujets. On a pris 88 personnes qui sont des personnes saines et 85 personnes qui sont des drépanocytaires. Et on se pose la question, est-ce que la pression artérielle chez les sujets sains et chez les drépanocytaires, est-ce que la pression est la même? Est-ce qu'elle est différente? On va donc formuler l'hypothèse nulle qui est égalité. C'est-à-dire que la pression chez les sains
est égale à la pression chez les drépanocytaires. L'hypothèse alternative, si on regarde bien, l'exercice dit on veut comparer la pression artérielle des sujets sains et des sujets atteints de drépanocytose. Donc, il n'y a pas d'unilatéralité là-bas. C'est-à-dire que on ne sait pas si ça peut être élevé, si ça peut être faible. Donc, en fait, l'hypothèse alternative ici doit être bilatérale. Et on a donc calculé la pression, on a calculé la variance. Pour calculer donc, n'est-ce pas, le paramètre SD, ça a été fait, on trouve 0,45. Pour calculer Z, on va faire la moyenne 1 moins la moyenne 2 en valeur absolue sur 0,45. On trouve la valeur 18,4. Alors, le seuil à 95%, c'est combien? Puisque quand vous regardez N ici, là, on a 88 et 85. Donc, nous allons voir plus loin que le degré de liberté, n'est-ce pas, c'est 88 plus 85, n'est-ce pas, moins 2. Alors, c'est largement supérieur à 30. Donc, c'est la loi Z. On va donc utiliser la table Z qui est au-dessus. Si vous regardez la table Z qui était à notre page 63, vous allez voir que le seuil à 5%, c'est la valeur 1,96. Or, nous avons calculé une valeur qui est de l'ordre de 18. Hein? Nous avons calculé la valeur Z qui est de 18,4. Ça veut dire que notre valeur est largement supérieure à 1,96. Ça veut dire quoi? Nous rejetons l'hypothèse nulle et nous acceptons l'hypothèse alternative. Mais je vous rappelle encore, quand on accepte l'hypothèse alternative, la question qu'on se pose, c'est quel est le degré de signification? On va repartir dans la table. Et le degré de signification, le degré de significativité, nous avons vu qu'il y a 3 seuils. Il y a le seuil 5%, la valeur de Z, c'est 1,96. C'est ce seuil qui nous permet de dire qu'on accepte l'hypothèse nulle ou qu'on rejette l'hypothèse nulle. Une fois qu'on a rejeté l'hypothèse nulle, on va maintenant venir vous positionner notre valeur par rapport à 1%, qui est la valeur 0,01. La valeur 1% qui est 0,01, vous voyez, c'est 2,576. Notre valeur est encore supérieure. Si on va à 1 pour 1000, la valeur Z, c'est 3,29. Notre valeur est encore supérieure. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que nous, on va conclure, n'est-ce pas, que notre P, notre valeur de Z, n'est-ce pas, on se situe à P inférieur à 0,01. Et lorsque on se situe à P inférieur à 0,01, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte, on rejette l'hypothèse alternative, on accepte l'hypothèse, on rejette l'hypothèse nulle, on accepte l'hypothèse alternative, avec un risque de se tromper qui est inférieur à 0,001. Je suis à la page 63, hein, ce que je vous présente là. Je suis rentré sur la page statistique. Je vais dire sur la table Z, hein, pour positionner, n'est-ce pas, ma valeur calculée par rapport à la table statistique. Alors, lorsque je le fais, voilà, lorsque je positionne donc ma valeur, le seuil était à 5%, j'ai la valeur Z qui est 1,96. Comme j'ai trouvé 18, qu'est-ce que je fais? Je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative. Maintenant que j'ai rejeté l'hypothèse nulle, j'ai accepté l'hypothèse alternative, je vous ai dit la question qu'on se pose maintenant, quel est le risque de se tromper en rejetant l'hypothèse alternative? En d'autres termes, quel est le degré de signification? Alors, quand je prends ma valeur 18, je vois que même jusqu'à 1 pour 1000, ma valeur 18 est encore très haut. Alors, à partir de cette table, je vais conclure que mon P est inférieur à 0,001. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte l'hypothèse alternative avec un risque de me tromper inférieur à 1 pour 1000. Je vais donc conclure que la différence entre A et B est hautement significative. Donc, voilà un peu comment on peut conclure ce sujet. Bien. Le troisième cas de figure, il faut, chaque fois que vous avez un devoir ou bien un problème qui se pose à vous, vous devez regarder dans quel cas de figure vous vous situez. Est-ce que je suis dans une configuration où je compare une valeur expérimentale à une valeur théorique? Est-ce que je suis dans une configuration où je compare
où je compare deux valeurs expérimentales. C'est là où on était tout à l'heure. Mais on a un autre schéma où on peut comparer, n'est-ce pas, deux valeurs dans deux séries à parier. Alors, ça veut dire quoi dans deux séries à parier? Je vais vous prendre un exemple. Si, par exemple, je dis que les fruits mûrs, si on vous dit les fruits mûrs ont un taux de vitamine C supérieur aux fruits non mûrs, alors, quelle est ma population d'intérêt là-bas? Je vous pose la question. Si je dis, je formule l'hypothèse que les fruits mûrs ont un taux de vitamine C supérieur aux fruits non mûrs, quelle est ma population d'études? Non, là, tu es en train de parler des variables. Alors, je parle ici, n'est-ce pas, des populations sur lesquelles je vais travailler. Alors, quand je le dis, ça veut dire que je m'intéresse à tous les fruits. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux faire une étude en disant que les fruits mûrs ont plus de vitamine C que les fruits non mûrs, ça veut dire que ce que je suis en train de dire est valable pour la mangue, ça veut dire que c'est valable pour la papaye, ça veut dire que c'est valable pour bref, pour tous les fruits. OK? Alors, comment tu dois vérifier cela scientifiquement? Tu ne dois pas seulement travailler sur la mangue. Si tu travailles seulement sur la mangue, ça veut dire que tu n'as choisi que la population de mangue. Et tu vas conclure seulement sur les mangues. Mais quand je dis les fruits mûrs, n'est-ce pas, ont plus de vitamines que les fruits non mûrs, vous voyez donc là que je veux avoir d'une part le fruit mûr, d'autre part les fruits non mûrs, et je vais les comparer. Alors, si un étudiant décide de dire que je vais mélanger la mangue, mélanger la papaye, prendre la papaye mûre, tout ce qui est mûr, je mets à gauche, je fais la moyenne et l'écart type, et je compare à tout ce qui est non mûr, je fais la moyenne et l'écart type, tu vas te tromper. Parce qu'on ne mélange pas, on ne fait pas la moyenne sur les populations qui ne sont pas identiques. Tu ne peux pas te mettre à faire la moyenne, n'est-ce pas, des valeurs de la mangue, de la papaye, parce que leurs taux ne seront jamais, n'est-ce pas, ne vont jamais être dans la même population. Donc, tu peux donc ici utiliser ce qu'on appelle deux séries à parier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais comparer les fruits mûrs, des fruits non mûrs de la mangue. Je vais comparer les fruits mûrs et les fruits non mûrs de la papaye. Je vais comparer les fruits mûrs et les fruits non mûrs. Chaque fruit aura son mûr et son non mûr. J'aurai donc, en fait, je vais comparer d'une part la population je vais comparer les fruits mûrs qui vont former un groupe, les fruits non mûrs qui vont former un autre groupe. Mais je ne dois pas faire les moyennes et les cas types dans chacun pour les comparer. C'est possible que je ne trouve jamais de différence. Si je ne mets pas en compte que ces deux séries sont à parier, ça veut dire qu'au fruit mûr, à un fruit mûr à gauche correspond un fruit non mûr à droite. J'ai ce qu'on appelle l'appariement. Et donc, pour le faire, n'est-ce pas, il y a une autre méthode de calcul qu'il faut appliquer. Tu dois donc utiliser les tests de comparaison des moyennes de deux séries à parier. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Donc, si j'ai à gauche, si je prends différentes variétés de mangue, différentes variétés de goyave, différentes variétés, je prends les mûrs, j'aligne à gauche, je prends les non-mûrs, j'aligne à droite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si effectivement, je veux vérifier l'hypothèse nulle, je vais prendre la teneur en vitamine C, n'est-ce pas, de chaque fruit à gauche, faire moins la teneur en vitamine C de chaque fruit à droite. S'il y a égalité entre les deux, j'attends quoi? J'attends que la différence soit égale à 0. Alors, donc je vais faire la différence entre les deux. J'aurai donc une série de valeurs
qui théoriquement devrait être égal à 0. Ça m'inscrit dans, n'est-ce pas, le type de comparaison où j'ai une série expérimentale que je vais comparer à une valeur théorique qui est 0. Et cette série expérimentale, c'est la différence. Donc, je vais comparer cette différence-là à 0. Je vais donc appliquer, n'est-ce pas, la formule qui était donnée plus haut. Là, on avait, n'est-ce pas, la moyenne moins, n'est-ce pas, la valeur théorique qui est ici 0, divisé par S sur racine carrée de N. Et S ici, en fait, sera l'écart type de la différence. Et N ici sera le nombre de paires de données qu'on aura. Et là, quand on veut comparer donc deux séries à parier, on va donc appliquer cela et on va calculer, comme on l'a vu, on va calculer le paramètre Z et on va comparer à Z seuil. Alors, l'exemple qui est donné dans le document ici, je souhaite, pour tous les cas, essayer de refaire ce qui est dans le document. Je vais voir avec Tatiana, on va vous faire parvenir, n'est-ce pas, les tables statistiques dès demain. Je souhaite que vous appliquiez, n'est-ce pas, tout ce qu'on a fait avec les exercices qui sont donnés dans le document. Vous les appliquez exactement comme ça. Bien. Alors, ici, n'est-ce pas, cette formule est importante pour pouvoir calculer ce qu'on appelle la taille, n'est-ce pas, d'un échantillon. Quand vous allez élaborer le travail pour mener une étude sur le terrain, si vous voulez, par exemple, comparer A à B, la première question que vous allez vous poser, c'est quelle est la taille de l'échantillon que vous devez prendre pour pouvoir comparer A à B. Alors, il faut savoir que cette taille, vous pouvez la calculer en utilisant la formule, n'est-ce pas, que j'ai donnée dans le document. Vous allez voir la comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Hein, j'ai donné la formule. La comparaison de deux moyennes, j'ai donné la formule. La comparaison, n'est-ce pas, de deux moyennes de taille différente, j'ai donné la formule. Donc, il faut savoir que la taille de l'échantillon minimale doit toujours être calculée. Donc, si vous voulez faire un travail de terrain, il faut savoir qu'il y a toujours une taille minimale que vous devez calculer pour espérer trouver une différence. Et cette formule, n'est-ce pas, je vous l'ai donnée dans le document. Alors, ce qu'on a vu pour la loi Z, c'est également valable pour la loi T. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. La loi T qu'on a à la page 66, qu'on a également à la page 67. Alors, à la page 67, nous entrons là avec le test F de Fisher. Alors, le test F de Fisher, en réalité, c'est un test de comparaison des variances. Alors, pour comparer deux variances, il faut savoir que le test F de Fisher, on l'utilise généralement quand on veut faire un test T de student. Parce que pour faire le test T de student, il y a une condition qu'il faut vérifier, c'est qu'il y a égalité de variance. Alors, lorsque les variances ne sont pas égales, le test T de student ne convient pas. On va utiliser un autre test. Je rappelle encore que le test T de student, on l'utilise lorsque, n'est-ce pas, on a, n'est-ce pas, un degré de liberté inférieur à 30. Et pour chaque cas présenté plus haut, je vous ai indiqué, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on calcule le degré de liberté. Hein? Je vous ai montré comment est-ce qu'on calcule le degré de liberté, n'est-ce pas, pour chaque cas en haut. Il y a une table T de student, il y a une table Z que vous devez pouvoir, n'est-ce pas, utiliser. Bien. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous balader dans la table, dans les exercices donnés dans le cours et tester l'usage des tables statistiques. Bon, si pour certains d'entre vous qui ont déjà l'expérience d'un logiciel statistique, n'hésitez donc pas à utiliser votre logiciel statistique lorsqu'on va vous donner des exercices à effectuer. Dans tous les cas, vous allez remarquer que dans le cours, j'utilise chaque fois également Excel pour vous dire que vous pouvez le faire également automatiquement en utilisant Excel, même si vous n'avez pas de table statistique. Il y a déjà des tables qui sont intégrées dans la machine, notamment dans le logiciel Excel. Donc, vous pouvez l'appliquer également pour, n'est-ce pas, déterminer les paramètres statistiques. Alors, dans la loi F, on l'utilise pour comparer donc les variances et c'est une condition,
n'est-ce pas, pour utiliser la loi T. Mais également, l'analyse des variances, dans le test de l'analyse des variances, nous l'utilisons également, n'est-ce pas, pour comparer des moyennes. Alors, tout à l'heure, nous venons de voir que si je veux comparer, n'est-ce pas, deux moyennes, je vais utiliser soit le test Z, soit le test T. Mais quand on veut comparer plus de 3 moyennes, on n'utilise plus ni le test Z ni le test T. On utilise maintenant le test de l'analyse des variances. Alors, dans le test de l'analyse des variances, il s'agit de faire quoi? C'est un test dans lequel on calcule le paramètre F pour voir s'il y a, donc c'est un test, je ne vais pas rentrer dans le détail, si je veux comparer, n'est-ce pas, A, B et C, je vais calculer le paramètre F et lorsque le paramètre F sera supérieur au seuil, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle veut dire que la moyenne de, si on veut comparer A, B et C, ça veut dire que la moyenne de A égale à la moyenne de B égale à la moyenne de C. Alors, si un seul est différent, le test F sera significatif. Donc, si je trouve que A est égal à B, ben, les deux sont différents de C, ça veut dire que je vais trouver, n'est-ce pas, qu'il y a une significativité. Vous comprenez donc que le test F va nous permettre a priori, n'est-ce pas, de voir s'il y a l'un là-dedans qui est différent des autres. Et si l'un est différent des autres, évidemment, tu ne sais pas lequel est différent. Donc, le test F va seulement dire qu'il y a un dedans qui est différent des autres. Donc, ça veut dire qu'on applique le test F dans la comparaison de plusieurs moyennes, on va appliquer un autre test qui va avec. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'analyse des variances. On va appliquer un autre test qui sera donc un test, n'est-ce pas, de comparaison multiple. Donc, ça peut être le test de Fisher, ça peut être le test de Tukey, ça peut être la plus petite différence significative qu'on appelle en anglais LSD, la least significant difference. Alors, le principe, je l'ai donné dans le cours et dans le calcul de l'analyse de variance, il y aura ce qu'on appelle la variance intragroupe. Donc, si je veux comparer A, B et C, vous voyez A, j'ai répété, B, j'ai répété, C, j'ai répété. La variance dans A, c'est combien? La variance dans B, c'est combien? La variance dans C, c'est combien? Et la variance à l'intérieur des groupes, je vais trouver une moyenne qui va donner ce qu'on appelle les variances à l'intérieur des groupes. Parce que vous savez bien qu'à l'intérieur des groupes, la variance doit être faible. C'est-à-dire que si j'ai répété dans A, je m'attends à ce que la variance à l'intérieur, n'est-ce pas, soit faible. Je vais calculer une moyenne donc des variances intra-groupes. Ensuite, j'aurai la variance intergroupe, c'est-à-dire que quand je quitte A pour aller à B, pour aller à C, quelle est la variance? Cette variance, théoriquement, est supposée être supérieure à la variance intragroupe. On va donc faire ce qu'on appelle le rapport des variances. Variance intergroupe divisée par variance intragroupe. Théoriquement, la variance intergroupe doit être supérieure à la variance intragroupe. Donc, on s'attend à avoir une valeur supérieure à 1. Donc, plus la valeur va s'éloigner de 1, plus il y a une différence significative entre, n'est-ce pas, les différentes moyennes. Alors, si le rapport se rapproche de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, si la différence n'est pas significative entre ces différentes valeurs. Voilà en réalité le principe, n'est-ce pas, de F. Comme pour les autres, on va calculer le paramètre F. On va aller sur la table statistique. Vous pourrez avoir des petits soucis, n'est-ce pas, pour regarder les tables statistiques, parce que la table F, on aura, puisque c'est le rapport des variances qu'on fait, il y aura la variance au numérateur qu'on va faire sur la variance au dénominateur. Donc, si vous prenez la table F, vous aurez K1 et K2. Il faut savoir que K1, c'est le degré de liberté, n'est-ce pas, de 1. Donc, si par exemple, je veux comparer 3 moyennes, j'aurai un degré de liberté 3 moins 1 égale à 2. Ça veut dire que K1, le K là sera égal à 2. Et si j'ai un autre, n'est-ce pas, la variance intragroupe, n'est-ce pas,
qui est égal à, si par exemple on a 25, ça va faire degré de liberté égal à 25 moins 1 égal à 24. Je vais donc regarder dans la table la valeur F qui correspond à K2 et 24. J'aurai la valeur de F. Il faut toujours savoir que K1, c'est celui qui est au numérateur. K2, c'est celui qui est au dénominateur. Voilà. Donc, vous allez essayer de voir l'exemple qui est donné dans le document. Hein? Vous allez voir comment est-ce qu'on calcule la variance intragroupe, comment on calcule la variance intergroupe, et on aura la valeur de, n'est-ce pas, de F, du rapport de variance. Et par rapport à cette valeur de F, si nous prenons l'exemple dans le cours, vous allez voir que la variance entre les séries A, B, C, c'est 5873. La variance, n'est-ce pas, à l'intérieur, ce qu'on appelle la variance résiduelle, c'est 463. Le rapport donc, nous donne une valeur F égale à 12,67. Alors, nous allons donc regarder le numérateur, c'est celui qui est entre séries. Hein, c'est ça qui est entre séries. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui est, c'est-à-dire que c'est le rapport de K entre les séries, c'est égal à 2. Et maintenant, interrésiduel, n'est-ce pas, c'est égal à 33. On va regarder la valeur de F qui correspond à K1 égale à 2, K2 égale à 33. Ça va nous donner, n'est-ce pas, une valeur qui est égale à 8,77. Or, nous, on a une valeur de 12,67. Ça veut dire quoi? On rejette l'hypothèse nulle, on accepte l'hypothèse alternative. Qui dit quoi? Qui dit qu'il y a une différence entre A, B et C. Mais maintenant, quand tu dis qu'il y a une différence entre A, B et C, tu ne sais pas qui est différent de qui. Donc, l'analyse de variance ne te dit pas que A est différent de B, ne te dit pas que A est différent de C, ne te dit pas que B est différent de C. Il te dit seulement qu'il y a un à l'intérieur qui soit différent des autres. Donc, ce qui a lieu de faire maintenant après, c'est de faire ce qu'on appelle un test de comparaison multiple. Donc, c'est un peu l'équivalent du test T de student. C'est-à-dire que vous les prendre 2 à 2 maintenant. C'est-à-dire qu'il faut recomparer maintenant, n'est-ce pas, A à B, comparer A à C, comparer B à C. Voilà. Donc, en le faisant, voilà, on calcule les paramètres T. Vous voyez, ici, on a utilisé donc les comparaisons 2 à 2. Et on arrive donc, on se rend compte que entre A et C, il y a une différence. Entre B et C, il y a une différence. Mais entre A et B, il n'y a pas de différence. Voilà. Bien, ces tests que nous venons de voir, c'est ce qu'on appelle des tests, n'est-ce pas, paramétriques. Vous voyez que c'est basé sur les paramètres statistiques. C'est basé sur les paramètres, notamment le paramètre de moyenne. C'est basé sur le paramètre des cas types. C'est basé sur les paramètres de variance. Alors, tout ça suppose quoi? Tout ça suppose qu'on travaille sur une population qui est normalement distribuée. Donc, c'est une condition, n'est-ce pas, qui doit être respectée pour que ces tests qu'on vient d'appliquer soient également respectés. Si ce n'est pas le cas, on va s'inscrire dans ce on va avoir dans une distribution, n'est-ce pas, qui n'est pas normalement distribuée. On va utiliser non plus de la statistique paramétrique, mais plutôt une statistique non paramétrique. Et la statistique non paramétrique, c'est une statistique qui ne tient plus compte des paramètres statistiques tels que la moyenne, tels que les cas types, tels que la variance. Donc, pour chaque test que nous avons présenté plus haut, il y a donc l'équivalent en test, n'est-ce pas, non paramétrique. C'est pour ça que quand vous allez faire la statistique dans tout ce que vous allez appliquer, souvenez-vous qu'il y a des conditionnalités pour que ceci soit valable. Les conditions, notamment, doivent être que, n'est-ce pas, vos valeurs sont normalement distribuées. Si ce n'est pas le cas, vous allez utiliser la statistique non paramétrique. Et pour chaque type de test en haut, nous avons des tests non paramétriques équivalents. Par exemple, je suis à la page 69. Nous avons, n'est-ce pas, le test de Wilcoxon pour série non appariée. Donc, lorsque vous avez deux moyennes que vous voulez comparer,
vous pouvez utiliser le test de Wilcoxon. C'est l'équivalent des tests Z et T. Mais on doit avoir, dans les deux échantillons, on va avoir, n'est-ce pas, un nombre, n'est-ce pas, d'échantillons supérieur à 10. Vous voyez donc que quand vous planifiez même votre étude, il faut déjà avoir le minimum d'échantillons que vous devez utiliser pour espérer appliquer une statistique. Alors, dans le test de Wilcoxon, ici, comme je l'ai dit, on va y utiliser la loi, on doit y utiliser, n'est-ce pas, la moyenne ni les cas types. On va utiliser ce qu'on appelle, le test de Wilcoxon, c'est un test de rang. Donc, c'est les rangs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez une série de données. Par exemple, pour A, je veux comparer A et B. J'ai la série de données pour A, j'ai la série de données pour B. Si je mets A en couleur rouge et B en noir, je mélange les deux, je vais les mettre je vais les ordonner. Donc, si j'ai 20 valeurs, je vais classer de la première valeur jusqu'à la 20e valeur. Alors, je vais les numéroter de 1 jusqu'à 20. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 20e. Alors, quand je vais les numéroter, vous allez voir que les échantillons de A auront un ordre, un rang. Les échantillons de B auront un ordre, un rang. Donc, on va donc chercher à comparer le rang de A au rang de B. Voilà en réalité ce qui est fait. Donc, on aura deux échantillons, N1 et N2. On va donc faire les calculs, n'est-ce pas? On va calculer les rangs. On s'attend à quoi? On s'attend à ce que, n'est-ce pas? Voilà, la somme attendue, n'est-ce pas? C'est que N1 multiplié par grand N plus 1, n'est-ce pas? On s'attend à avoir un rang, n'est-ce pas, qui soit égal, n'est-ce pas, à N1 multiplié par grand N plus 1 sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre une des séries. Si on prend par exemple A, on va dire que si on prend A, les rangs de A que nous avons vérifié, c'est combien? On va appeler ça W1. Quel est le rang de A attendu? Le rang de A attendu devrait être N1 multiplié par grand N plus 1 divisé par 2. Il faut savoir ici, N1, c'est la taille de l'échantillon de A. Et grand N, grand N ici, c'est N1 plus N2. Alors, et quand ceci est fait, je m'attends à ce quoi? Je m'attends donc à ce que je vais donc calculer un paramètre Z relativement à ça. Et le paramètre Z sera quoi? W1 moins WA, c'est-à-dire que le rang 1 obtenu moins le rang attendu en valeur absolue, divisé par racine carrée de la variance, n'est-ce pas, de W1, qui est N1 fois N2, multiplié par grand N plus 1 divisé par 12. Alors, je vais calculer Z et je vais appliquer la statistique de la même façon, n'est-ce pas, telle qu'on l'a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on a un seuil qui a 1,96 et on va comparer notre valeur calculée à la valeur seuil. Et qu'est-ce que nous voyons dans cet exemple? Nous voyons que, n'est-ce pas, si on a trouvé une valeur de 1,65, or 1,65 est inférieur à 1,96, ça veut dire qu'on est dans l'intervalle moins 96 plus 1,96. Ça veut dire qu'on accepte l'hypothèse nulle, hein, on accepte l'hypothèse nulle et on rejette l'hypothèse alternative. Bon, quelle est la valeur calculée de Z dans cet exercice? Il faut savoir que le seuil dépend, n'est-ce pas, de ce que si l'hypothèse est unilatérale ou si l'hypothèse est bilatérale. Je rappelle encore que dans l'hypothèse bilatérale, le seuil à 5%, c'est 1,96. Hein? Lorsqu'on est dans la loi Z, on est ici, là, dans la loi Z. Mais lorsque c'est unilatéral, le seuil à 5%, c'est plutôt 1,65. Il faut bien faire attention avec le type d'hypothèse qu'on forme.
Alors, je disais donc que vous voyez que c'est le test de rang. Le test, n'est-ce pas, qu'on a appliqué tout à l'heure, qui est le test de Wilcoxon pour série dont on a parié, n'est-ce pas? On veut comparer deux. On peut avoir également le test de Wilcoxon pour série à parier. On a vu ce que c'est qu'une série à parier. Maintenant, on peut avoir le test de Kruskal-Wallis. Le Kruskal-Wallis, c'est lorsqu'on ne compare plus deux, on compare trois. Vous voyez donc que c'est l'équivalent du test, n'est-ce pas, de l'analyse de variance ANOVA. Voilà. Donc, là, le test de Kruskal-Wallis, on va calculer ce qu'on appelle un paramètre chi carré. Voilà. Donc, je vais vous donner également la table de Chi2. Et vous allez donc utiliser cette table de Chi2. Alors, nous avons vu, n'est-ce pas, les tests paramétriques, les tests non paramétriques. Dans les tests non paramétriques, on a un test qui va, n'est-ce pas, être ajusté des deux. C'est-à-dire qu'on doit avoir ce qu'on appelle un test qui est mi-paramétrique ou paramétrique. C'est le test de chi carré. Alors, le chi carré, n'est-ce pas, le chi carré, c'est le test de chi carré. Là, je suis à la page 72. Alors, le test de chi carré, c'est lorsqu'on va coupler, par exemple, deux variables qualitatives. Alors, on va avoir ce qu'on appelle les tables de contingence. Je vais vous prendre un exemple. Si, par exemple, n'est-ce pas, bon, les exemples peuvent sortir du cadre, n'est-ce pas, des procédés, hein, parce que là, les variables qualitatives, on ne les rencontre pas partout. Voilà. Donc, si je prends l'exemple qui est donné dans cette page, j'ai par exemple la distribution d'âge. Je prends un groupe de personnes. D'accord? Dans cet exercice, on a pris 284 personnes. Je regarde leur distribution d'âge. C'est 0 à 19, de 20 à 39. Il y a combien de personnes? Vous voyez, donc là, on est dans une variable qualitative. On fait un décompte. On est là dans ce qu'on appelle les variables discrètes. On décompte. Maintenant, je veux comparer cette distribution-là à la distribution camerounaise. Vous savez dire que j'ai observé, n'est-ce pas, une distribution, j'ai 73, 82, 75, ainsi de suite. Après, j'ai une autre distribution qui est la distribution camerounaise. Je veux comparer ma distribution observée à la distribution camerounaise. Là, je suis là dans ce qu'on appelle un chi carré, n'est-ce pas, on va dire de conformité. En réalité, on a ici deux variables. On a couplé deux variables. On a la variable âge et on a la variable échantillon qu'on veut comparer. C'est-à-dire que dans la variable échantillon, on a deux modalités. Soit l'échantillon que j'ai observé et la population camerounaise. Et j'ai couplé ça à quoi? À la variable âge, qui a combien de modalités? Qui a les modalités 0, 19, 20, 39, 40, 59. C'est exactement comme je peux dire, je vais tester l'efficacité d'un médicament. Donc, j'ai formulé un médicament, je veux le comparer à un ancien médicament. Je prends donc 100 personnes, 50 personnes à qui je donne mon médicament. Je choisis encore 60 personnes à qui je donne l'ancien médicament et je veux comparer l'efficacité des deux. Le résultat que je vais observer, c'est soit tu es guéri, soit tu n'es pas guéri. Donc, je peux donc faire une table de contingence où j'ai d'une part la guérison, soit oui, soit non. Donc, il y a deux modalités. Et d'autre part, le médicament que j'ai donné, soit l'ancien médicament, soit le nouveau. Je décompte à l'intérieur. Donc, j'ai une table de contingence 2 fois 2 égale à 4. Et ici, là, j'ai plutôt une table de contingence 2 fois 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois 5. Donc, en fait, j'ai 10 cases. Donc, j'ai mes observés et j'ai la population camerounaise. Là, je vais appliquer ce qu'on appelle le test de chi carré. Et dans la formule de chi carré, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chi, on prend l'observé, moins le calculé, au carré divisé par le calculé. Dans chaque case,
on aura l'observé, moins le calculer sur calculer. Et on va additionner tous ces qui carrés-là pour un degré de liberté, n'est-ce pas, qui est toujours nombre de colonnes moins 1 multiplié par nombre de lignes moins 1. Alors ici, là, le nombre de colonnes moins 1, ça fait 2 moins 1 égale à 1. Le nombre de lignes moins 1, ça fait 5 moins 1 égale à 4. Donc, on a donc 4 fois 1 égale à 4. Donc, on a degré de liberté égale à 4. Si je vais dans la table de chi carré, je vais chercher, n'est-ce pas, pour degré de liberté égale à 4, je vais chercher à voir, n'est-ce pas, quelle est la valeur de chi carré pour 5%. Quelle est la valeur de chi carré pour 5%, qui est le seuil. Et je vais donc voir la valeur. Je vais comparer ma valeur calculée à la valeur de ce seuil-là. Et c'est sur la base de ça que je vais accepter l'hypothèse nulle ou bien rejeter cette hypothèse nulle. Alors, dans ce tableau, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'on ne vous a pas donné. On vous a donné pour observer, qui est 284. Voilà. Et on vous a donné pour la population camerounaise, exprimé plutôt en pourcentage. Alors, s'il faut comparer les deux, il faut se situer, n'est-ce pas? Il faut, n'est-ce pas, les mettre au même niveau. Hein? Donc, si tu as 100, si on a 100 ici, on a donc, donc si on veut, n'est-ce pas, les mettre au même niveau pour pouvoir comparer, on peut, n'est-ce pas, ramener la population camerounaise. Si on a observé sur 284, pour la population camerounaise sur 284, quelle serait la fréquence dans chacune? Donc, on peut calculer et on va comparer les valeurs observées là aux valeurs calculées. Et on va donc voir, n'est-ce pas, quelle est la différence entre les observés et les calculés. Alors, dans ce calcul-là, vous allez calculer la valeur de chi carré et vous allez comparer le chi carré à chi table. Ça, vous allez essayer de lire ça, n'est-ce pas, pour essayer des exercices. Je ne vais pas aller plus loin pour les chi carrés. Je voudrais rapidement prendre le test, n'est-ce pas, plutôt le test du coefficient de corrélation. Hein? Le test du coefficient de corrélation, vous allez calculer, là je suis à la page 76, dans le test du coefficient de corrélation, vous allez calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation R. Hein? Donc, pour faire le test du coefficient de corrélation, je voudrais rappeler que on se situe là, on a deux variables quantitatives qu'on met ensemble. Je vais prendre un exemple. Dans l'exercice qui est là, on a par exemple la taille et le poids. Est-ce que la taille, n'est-ce pas, est linéairement corrélée au poids? Ici, c'est la corrélation linéaire que nous étudions. Et quand on dit corrélation linéaire, ça veut dire que Y égale à AX plus B. Alors, quand il y a un alignement linéaire entre A et B, on s'attend à avoir un coefficient de corrélation R compris entre moins 1 et plus 1. Donc, quand R se rapproche de moins 1, ça veut dire que la relation est linéaire. Quand R se rapproche de moins 1 ou de plus 1, ça veut dire que la relation est très linéaire. Quand la relation se rapproche de 0, ça veut dire que la relation n'est pas linéaire. Bien. Et quand R est négatif, ça veut dire que la liaison entre Y et X est négative. Donc, ça veut dire qu'on a par exemple Y égale à moins 2X. Là, on s'attend à ce que quand un augmente, l'autre baisse. Et là, le R que tu vas trouver là-bas sera un R négatif. Donc, quand tu as une droite croissante, Y égale à 4X par exemple, ça veut dire que quand X augmente, Y augmente, tu vas trouver un R positif. Voilà. Donc, R donne ici, n'est-ce pas, donne ici la force qui existe entre, n'est-ce pas, X et Y. C'est-à-dire qu'on peut dire que la relation est forte lorsque R se rapproche de 1.
hein, ou de moins 1. Et elle est faible lorsqu'elle s'éloigne de 1 et de moins 1 pour approcher 0. Alors, lorsque je calcule un coefficient de corrélation, je peux vérifier si cette relation linéaire-là est significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que je suis capable d'utiliser la relation y égale à AX plus B à partir de X, prédire qu'est-ce que sera Y? Est-ce que je peux utiliser cette relation? Alors, pour dire que je peux utiliser cette relation, il faut s'assurer que la relation linéaire-là est significative. Donc, quand je calcule R, j'ai juste la force de la liaison. Mais je ne peux pas dire si cette liaison-là est significative ou pas. Donc, est-ce que cette relation-là, sur la base de cette relation, je peux fixer X et je trouve Y et dire que j'ai 95% de chance que, en faisant l'expérience, que le Y que tu trouves soit le Y que je calcule à partir de cette équation. Donc, c'est pour ça que quand on fait le test du coefficient de corrélation, on vérifie si la relation là est significative. Et une relation est significative lorsque, après qu'on ait appliqué le test T de Student, on trouve que le T est significatif. Les formules sont données, n'est-ce pas, dans le document pour pouvoir faire ce calcul et vous verrez des exemples. Maintenant, quand je fais le test de coefficient de corrélation, il y a à côté ce qu'on appelle le test, n'est-ce pas, le test, et là, je ne l'ai pas donné, n'est-ce pas, dans ce document, c'est le test, n'est-ce pas, de... je n'ai pas... Donc, là, il y a un test, n'est-ce pas, pour vérifier que, pour déterminer, n'est-ce pas, l'équation y égale à ax plus b. Alors ici, je ne vous ai pas donné le test de régression. Et le test de régression, n'est-ce pas, c'est le test dans lequel on calcule y, on pose y égale à ax plus b, et on détermine a et on détermine b. Je ne vous ai pas donné ce test dans le cadre de ce cours, mais vous pourrez le retrouver, n'est-ce pas, dans différents documents. En fait, le test n'est-ce pas, de régression accompagne lorsque maintenant vous voulez entrer dans, n'est-ce pas, vous voulez maintenant faire des projections, n'est-ce pas, de Y en fonction de X, il faut aller maintenant faire la régression. Il faut trouver les paramètres A et B dans l'équation Y égale à AX plus B. Alors, lorsque la distribution, lorsqu'on applique, n'est-ce pas, le test du coefficient de corrélation, attention, c'est pour lorsque les paramètres, n'est-ce pas, respectent une distribution normale. Alors, lorsque la distribution n'est pas normale, on fait recours à un autre test qui est l'équivalent du test non paramétrique. Qui est l'équivalent du test non paramétrique. Et là, dans le test non paramétrique, on utilise ce qu'on appelle le test du coefficient de rang, n'est-ce pas, de Spearman. Donc, c'est une autre façon, n'est-ce pas, de voir qu'il y a une relation linéaire. Mais lorsque n'est-ce pas, la distribution, n'est-ce pas, n'est pas normale, n'est-ce pas, le test du coefficient de corrélation ne tient pas. C'est plutôt le test non paramétrique des rangs de Spearman qui tient. Et il faut donc être prudent lorsque vous voulez conclure sur une relation entre, n'est-ce pas, X et Y, lorsque la distribution n'est pas normale. Bien. Alors, j'ai voulu sauter rapidement, si vous me permettez. Je suis désolé de pouvoir prolonger un peu, simplement parce que j'ai commencé en retard et il faut absolument qu'on arrête le cours aujourd'hui. Alors, il y a un élément important, n'est-ce pas, qui est celui sur l'expérimentation et les dispositifs expérimentaux. Alors, ici, ça touche un peu la méthodologie également de la recherche, la planification expérimentale. Alors, quand vous allez vouloir faire une expérience, il faut savoir qu'une expérience s'inscrit dans la relation, n'est-ce pas, dans la relation, n'est-ce pas, de cause à effet.
Alors, la cause, c'est une variable qui a une influence, n'est-ce pas, sur un effet. Je vais prendre un exemple. Si je veux, par exemple, étudier l'influence de la température, n'est-ce pas, sur la teneur en vitamine C. Donc, je suis en train de vouloir faire un séchage, je ne sais pas à quelle température je vais sécher le fruit. Je formule l'hypothèse que la température de séchage influence la teneur en vitamine C. Alors, je choisis par exemple 4 températures. Je dis, je vais sécher à 30 degrés, à 40 degrés, à 50 degrés, à 60 degrés. Et je vais doser la vitamine C. Vous voyez que d'une part, nous avons ce qu'on appelle une cause qui est ici la température et on a l'effet, ce qu'on mesure, qui est ici la vitamine C. Alors, je vais construire une expérience pour voir s'il y a une relation de cause à effet. Et là, la construction de cette expérience va donc tenir compte, n'est-ce pas, des différentes variables que je vais étudier. Alors, on va donc appeler plan d'expérience le dispositif qu'on va mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas, pour pouvoir contrôler les causes et mesurer derrière les effets. Alors, donc, il faudra travailler de façon à contrôler la température et être sûr que si je passe de 30 degrés à 40 degrés, c'est la température qui seule a entraîné le changement, n'est-ce pas, de vitamine C. Ça veut dire que je vais utiliser, n'est-ce pas, le même séchoir, je vais utiliser les mêmes fruits, parce que si je tente d'utiliser, n'est-ce pas, deux productions de fruits différentes, la production peut avoir aussi des teneurs en vitamine C différentes. Il faudrait que je me rassure que c'est le même lot de fruits, les mêmes conditions, et dans ces conditions-là, la seule chose qui changeait, c'est quoi? C'est la température. 30 degrés, 40 degrés, 60 degrés. Alors, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les facteurs. Les facteurs, c'est quoi? Les facteurs, c'est la variable cause. Hein? J'étudie l'influence de la température sur le taux de vitamine C. Les facteurs ici, c'est la variable température qui est fixée. C'est moi qui fixe les températures, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés. C'est moi qui fixe. Maintenant, je mesure l'effet. Alors, on définit, n'est-ce pas, les différents facteurs. On va également définir les individus. Alors, ça veut dire quoi? Ici, l'unité expérimentale. C'est-à-dire que pour observer la vitamine C, je dois absolument mettre, n'est-ce pas, mes fruits dans une condition de température. Donc, les fruits que je mets dans une température 30 degrés représentent l'unité expérimentale. Il y aura combien d'unités expérimentales? Donc, je dois avoir, n'est-ce pas, un nombre d'unités expérimentales. L'unité expérimentale, ici, c'est quoi? C'est ce sur quoi je place le traitement. Le traitement ici, c'est quoi? Le traitement ici, c'est les modalités. Parce que quand j'étudie l'effet de la température sur la vitamine C, les différentes modalités de la température, il y en a 4, parce que n'oublions pas l'explication de la définition de la variable. Une variable, c'est une caractéristique qui peut prendre différentes valeurs. Et lorsque la variable est fixée, on l'appelle le facteur, on l'appelle la cause. Maintenant, les différentes valeurs qu'une variable prend sont appelées les modalités, les variantes. Donc, lorsque je fixe 4 températures, j'ai donc 4 modalités. J'ai donc la modalité ici, lorsque je fais une étude à un facteur, le traitement ici est appelé, la modalité ici est appelée le traitement. Donc, ça veut dire que 40 degrés, c'est un traitement. 30 degrés, c'est un traitement. 50 degrés, c'est un traitement. 60 degrés, c'est un traitement. J'ai donc une étude à 4 traitements. Chaque traitement doit être
appliquée sur ce qu'on appelle l'unité expérimentale. L'unité expérimentale, c'est l'espace sur lequel on applique le traitement. Donc, j'applique la température sur quoi? Donc, la température est sûrement faite dans un séchoir. C'est un séchoir fixé à une certaine température. C'est ça qui constitue l'unité expérimentale. Donc, si j'ai un séchoir, ça veut dire que j'ai donc une unité expérimentale. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi j'applique le traitement. Alors, si je veux sécher, n'est-ce pas, à différentes températures, je peux décider de dire le séchoir, je le fixe d'abord à 30 degrés, après je le fixe à 40 degrés, après je le fixe. Donc, je suis là en train de faire le traitement, c'est quoi? Le traitement ici, c'est 30 degrés. Je l'applique sur l'unité expérimentale. Donc, vous devez être donc capable, n'est-ce pas, de définir tous ces paramètres d'unité expérimentale. La réponse qu'on mesure, la réponse ici, nous avons vu que c'est l'effet, que c'est la variable dépendante. Parce que dans une étude expérimentale, vous avez ce qu'on appelle la variable indépendante, celle que vous fixez, et vous avez d'autre part la variable dépendante, celle que vous mesurez, l'effet. Donc, dans une étude, il faut toujours identifier d'une part la variable, n'est-ce pas, dépendante, qui est la variable à expliquer. Je veux expliquer ici, n'est-ce pas, la variable dépendante, qui est la variable à expliquer. Je veux expliquer ici le taux de vitamine C. On a la variable, n'est-ce pas, indépendante, n'est-ce pas, qui est la variable fixée. Ici, c'est la température. Je fixe la température. C'est elle la variable, n'est-ce pas, explicative. Donc, c'est elle qui va expliquer la variable à expliquer, qui est la variable, n'est-ce pas, dépendante. Donc, je serai donc, j'aurai donc d'une part la variable ou les variables dépendantes. Les variables dépendantes, je peux mesurer la vitamine C, comme je peux mesurer d'autres paramètres. Dans une étude que vous allez faire, vous pouvez avoir plusieurs variables dépendantes à mesurer. C'est-à-dire que tu peux à la fois déterminer la vitamine C, mais déterminer d'autres paramètres. Ça peut également être le taux de glucides, le taux de protéines, ainsi de suite. Mais la variable indépendante, qui est ici la variable explicative, qui est ici la cause, je peux aussi faire une étude non plus à un facteur, mais à plusieurs facteurs. Supposons que tu es intéressé par l'influence de la température. Et tu te dis, ah, si je veux étudier l'influence de la température, il est possible que le temps aussi puisse influencer. Tu peux à la fois étudier l'influence de la température, mais également du temps. Là, en ce moment, tu es en train d'étudier deux facteurs. Tu étudies l'influence du temps, mais tu étudies également l'influence de la température. Là, tu es donc dans une étude où tu auras deux variables indépendantes, la température et le temps. Tu auras, si tu mesures seulement la vitamine C, tu auras une seule variable dépendante qui est la vitamine C. Voilà. Donc, dans une étude à effectuer, vous serez amené à étudier l'influence d'un facteur ou de plusieurs facteurs sur une réponse ou bien sur plusieurs réponses. Dans ce moment-là, on pourra travailler, on pourra faire une expérience qui peut être à résultat univarié, ça veut dire que vous mesurez un seul résultat, à un résultat multivarié, ça veut dire que vous mesurez plusieurs résultats. Vous pouvez faire une étude, n'est-ce pas, à facteur univarié, ça veut dire que c'est un seul facteur, à facteur multivarié, ça veut dire plusieurs facteurs. Voilà. Donc, pour chaque cas, vous allez appliquer, n'est-ce pas, différents dispositifs. Vous allez mettre en place différents dispositifs expérimentaux pour faire le travail. Donc, vous allez voir dans le document différents types de dispositifs, n'est-ce pas, expérimentaux. Dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que si j'utilise, n'est-ce pas, deux facteurs, si j'utilise un facteur, hein, si j'utilise un facteur, je vais
mes traitements, le plan d'expérience que je vais mettre en place, n'est-ce pas, sera un plan, n'est-ce pas, ça sera un dispositif complètement randomisé. Donc, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que, je vais répéter, n'est-ce pas, les traitements dans chaque... je vais répéter, n'est-ce pas, les traitements. Si, par exemple, je suis à 40 degrés, je ne vais pas faire 40 degrés une fois. Je dois faire 40 degrés peut-être 3 fois. Pourquoi? Parce que je vais être sûr que si quelqu'un reprend ce travail, il doit obtenir les mêmes résultats. Vous-même, vous voulez être sûr que vous avez séché. En séchant à 40 degrés, le taux de vitamine C est de tel. Est-ce que si je reprends, ça va donner le même résultat? Donc, il faut savoir que dans une expérimentation, on va toujours répéter le traitement. Toujours répéter le traitement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, je ne vais pas seulement faire 30 degrés une fois. Je vais sécher à 30 degrés, mais je vais encore sécher à 30 degrés. Ça veut dire que je vais faire ce travail au moins 2 fois pour être sûr que si quelqu'un d'autre reprend ce travail après, il va obtenir les mêmes résultats que moi. Il faut toujours apprendre à répéter le traitement, mais il faut aussi apprendre à répéter les mesures. C'est-à-dire que les réponses que tu mesures, ça veut dire qu'en dosant la vitamine C, tu vas doser la vitamine C sur chaque échantillon peut-être 2 fois. Ça veut dire que si j'ai pris 40 degrés, en déterminant la vitamine C, je vais déterminer 2 fois. Donc, ça veut dire que pour chaque température, je vais me trouver avec 4 valeurs. Et là, ça rend, n'est-ce pas, tes résultats beaucoup plus fiables. Donc, comme logique, vous devez apprendre à répéter le traitement et répéter la mesure dans les dispositifs, n'est-ce pas, expérimentaux que vous allez mettre en place. Maintenant, lorsque vous avez un seul facteur, évidemment, le traitement, c'est la modalité, puisque je dis qu'il faut répéter le traitement. Mais si tu as 2 facteurs, le traitement devient la combinaison des modalités. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux étudier l'influence de la température et du temps, vous voyez donc que si je suis à 40 degrés et je vais sécher à 3 temps, supposons à 30 degrés, à 30 minutes, à 1 heure et à 2 heures, vous voyez donc à 30 degrés, je peux choisir, n'est-ce pas, de les faire selon un plan factoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des températures sera combinée à autant de temps qui existent. Donc, si je fais à 30 degrés, je vais faire aux 3 temps. Si je fais à 40 degrés, je vais faire aux 3 temps. Si je fais à 50 degrés, je vais faire à 3 temps. On fait là ce qu'on appelle un plan factoriel 4 pour le nombre de températures fois 3 pour le nombre de temps. Ça va faire donc un nombre de traitements total qui est de 4 fois 3 égale à 12. Le traitement devient ici les combinaisons des différents facteurs. Ça veut dire quoi? J'aurai la température 4, séchage 30 minutes. J'aurai la température, je vais dire température 30, séchage 30 minutes. Température 30, séchage 1 heure. Température 30, séchage 1 heure 30. Après 40, les 3 aussi. Vous voyez donc que le traitement devient ici les combinaisons, n'est-ce pas, des différents facteurs. Donc, une fois que je connais les différents facteurs, si je veux mener l'expérience, je vais savoir qu'il faut que je répète le traitement et après, je répète la mesure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant que je vais sécher à 30 degrés pendant 30 minutes, je vais faire ça 2 fois. Je vais sécher à 30 degrés pendant 30 minutes. Un autre jour, je peux reprendre cette expérience pour être sûr que le travail que j'ai fait est répétable. Et au moment de doser le taux de vitamine, je vais doser chaque fois, au moins 2 fois, n'est-ce pas, dans chaque traitement. Ça veut donc dire que dans chaque traitement, je vais me retrouver à faire avec combien de mesures? 4 mesures. C'est le minimum que je pourrais avoir. Voilà. Et à l'intérieur, après, je pourrais appliquer la statistique. Ce que je viens de vous donner, c'est des éléments qui vont vous permettre, à la lecture, n'est-ce pas, des dispositifs expérimentaux, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre. Et chaque dispositif que vous allez appliquer, attention, il y a un type d'analyse statistique qui va avec. Donc, ça veut dire que l'étudiant qui applique un dispositif doit savoir que, derrière ce dispositif-ci, il y a tel type de statistique que je dois appliquer. Dans le cadre du document que je vous ai donné,
vous allez voir, n'est-ce pas, les différents types, n'est-ce pas, de dispositifs qui sont affichés. J'espère que vous allez lire et pouvoir vous retrouver. Sinon, je me rendrai disponible pour que le moment venu, si Tatiana trouve que je peux encore vous apporter un coup de main, il n'y aura pas de souci. Donc, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce cours. Voilà, j'espère que le message est passé, que vous avez, n'est-ce pas, compris l'essentiel, mais je vous convie, n'est-ce pas, à davantage lire le cours, n'est-ce pas, pour comprendre. Voilà. Je suis arrivé au niveau. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bon, vous verrez avec Tatiana si elle souhaite. Vous verrez avec Tatiana si elle souhaite qu'on fasse comment c'est organisé. Est-ce qu'on aura est-ce qu'il faut un contrôle continu pour corriger avant de faire l'examen? Moi, je n'en sais rien. Et il leur revient de me dire ce qu'il y a lieu de faire. Bah, parce que ce qui est sûr, on va vous donner un ensemble d'exercices à traiter et vous allez traiter et nous envoyer. Voilà, et on va corriger, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, c'est ce que je sais. Je ne sais pas si ça se fera en une seule phase ou bien ça sera fait en plusieurs phases. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, je vais vous envoyer, il faut absolument qu'elle le fasse, je vais vous envoyer les tables statistiques déjà. Et vous devez reprendre tous les exercices qui sont faits dans le document de façon à vous approprier, n'est-ce pas, les exercices dans chaque partie du cours. Donc, des soucis, vous voyez avec l'administratrice qui peut me demander de revenir si, voilà. Oui, s'il vous plaît, professeur. On a demandé aussi la dernière fois, si possible, des exercices beaucoup plus pratiques que vous pouvez toutefois essayer d'enregistrer, nous envoyer. Je ne sais pas si bon, cette option tient toujours. Bon, cette option, j'ai peur parce que ça ne tienne plus, parce qu'on m'a dit que les examens doivent être programmés dans les semaines qui suivent. Vous devez voir ça avec l'administration parce que euh, avant, c'est des exercices que je corrigeais en salle pendant les TD et les reprendre enregistrer pour vous envoyer. J'imagine que c'est quelque chose qui ne sera pas du tout, facile vu le temps, voilà, le temps imparti. Maintenant, l'option proposée par votre camarade semble tenir en disant vous allez essayer de faire les exercices qui sont contenus dans chaque partie. Je pourrais, je pourrais peut-être sélectionner un ensemble de problèmes que j'ai donnés dans le cadre euh, euh, dans d'autres cadres. Euh, je pourrais vous les envoyer.
Bon, dans tous les cas, les calculs que vous allez faire, ça sera essentiellement à la main. Ça. Je vais tenir compte de ceux qui peuvent le faire à la main ou bien ceux qui peuvent le faire sur logiciel. Pour ceux qui connaissent les logiciels, je vais vous les donner. Et, et voilà, vous allez... il y a des exercices dans le cours. Il y a des exercices dans le cours, vous pouvez vous exercer avec ça. Vous pouvez essayer l'exercice dans le cours. Maintenant, si vous avez des soucis, vous pouvez voir avec Tatiana si je peux revenir. Euh, vous m'envoyez ça avant, ces exercices avant, je les prépare et puis je vous prends en 2 heures pour vous expliquer ces exercices. Voilà. Mais il faut que j'ai ça avant parce que je ne peux pas venir dans le cadre d'un cours comme celui-ci et puis vous me posez le problème immédiatement là. Je ne vais pas aller au tableau. Voilà. Si vous me donnez ça avant, je vais les traiter, hein, vous envoyer et puis vous expliquer comment j'ai traité. Voilà, ça peut être que comme ça, exactement comme dans le cadre du cours également. C'est-à-dire qu'il y a des exercices qui sont traités. Voilà. OK, on va tenir comme ça. C'est-à-dire que vous essayez de traiter les exercices du cours. Si vous avez des soucis, vous les reprenez, vous me les envoyez un temps avant, ou bien les TD, les exercices qui sont donnés dans le cadre du cours. Il y a des exercices qui sont là et qui ne sont pas corrigés. Vous pouvez me les envoyer. Je peux les traiter et puis en 1 heure, 2 heures, ben, je vous réexplique, quoi. OK? On fait comme ça? Ok. On va essayer de voir parce que, bon, il y a certains exercices même, tu lis, mais tu ne comprends pas. Du coup, bon, on Comme va quel essayer exercice? de... L'exercice corrigé dans le cadre du cours. Ouais, c'est pas, bon, comme ce sont des applications numériques, c'est la méthodologie qui manque. C'est pas que tu ne comprends pas, tu comprends un peu le fond, mais c'est la méthodologie. Mais bon, comme vous l'avez dit, on va essayer. C'est pour cela que nous on demandait, bon, mais bon, si on peut avoir une séance proprement dite, mais sous forme de TD, mais ça serait mieux. Bon, Comme voyez ça, avec elle, je vous suggère, je vais avec elle au plus tard demain. Il faut qu'elle me voie pour que je vous donne les tables statistiques. Si on se dit qu'au plus tard jeudi, vous avez travaillé et que si vous avez des soucis, vous lui envoyez un ensemble d'exercices, on peut encore peut-être hors séance du cours, peut-être un samedi ou bien dimanche, je vous reviens en 2 heures et puis je vous réexplique ces exercices-là. Euh, voilà. Je crois que ça pourra faire l'objet de TD. ok, OK? c'est bien noté. OK. Bon. Tatiana, est-ce qu'on peut dire qu'on a fini pour aujourd'hui? Est-ce qu'elle est avec nous? Oh, professeur. Bon, voilà. Je suppose qu'on a fini aujourd'hui. Tu as suivi nos échanges avec les étudiants. Oui, professeur. OK. Donc, ça veut dire on va donc attendre s'ils ont des soucis. Mhm. D'accord, professeur. OK. Bon, je vous souhaite donc très bonne soirée à tous et à très bientôt. Les autres étudiants, avant de partir, Madame Tatiana, je voulais vous demander quelque chose. Oui, monsieur Richcott. En fait, c'est par rapport à la question du stage. Pour le Master 1, est-ce qu'on est obligé de faire un stage? Non, non, c'est pas le stage. C'est pas un stage, en fait. Vous n'allez pas faire un stage. Et parce que, ok. En réalité, Je regardais le document. pardon? Oui, oui. Vous étiez en train de dire quoi, monsieur Richcott? Alors, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, je regardais le document qui était sur le site de l'AUF. Bon, j'avais toujours ce document-là. Et je vois qu'à la fin du 1, il y a un stage qui était prévu.
En fait, c'est vrai que sur le document initial, il y avait un stage qui était prévu. Mais sachant que c'était uniquement le Master 1, c'est ça qui a été remplacé par le projet personnel de l'étudiant, dont le professeur vous parlait en l'entame du cours cette soirée. Ok. Donc, on n'a pas besoin de faire des initiatives. La seule initiative que vous allez prendre, c'est celle donnée par le professeur à l'entame du cours, donc qui sera des thématiques choisies par vous que vous allez travailler et nous remettre par après. Je pense qu'avec le responsable pédagogique, on va fixer la date butoir pour envoyer ces travaux-là. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie, délégué. Ok, merci et bonsoir à tous. Allô, délégué. Oui, je suis là. Oui, je pense qu'avec le docteur Chami, il a soulevé les difficultés que vous rencontrez par rapport à ce que est exactement le procédé ou alors le génie des procédés. Est-ce que c'est bien le cas? Parce qu'il m'en a fait part après le dernier cours que vous avez eu à faire la semaine dernière. Je ne comprends pas vraiment, non? Je dis ceci, apparemment, vous éprouvez des difficultés avec la notion de procédé ou alors de génie des procédés.